Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Yana Salam Radio, la radio qui vous informe au plus près de votre quotidien en Guyane. Comme chaque jour, voici votre point météo pour vous aider à préparer vos déplacements, vos activités et votre journée en toute sérénité. Yann, soleil sur le littoral, fortes averses dans l'intérieur ce lundi 8 juin, un début de semaine contrasté entre éclaircies côtières et instabilité dans le sud et l'est de la Guyane. La Guyane connaîtra ce lundi 8 juin une situation météorologique contrastée selon les secteurs. Tandis que le littoral, de Cayenne à Apatou, devrait bénéficier d'un temps globalement sec et de belles périodes ensoleillées, l'intérieur du territoire sera davantage exposé à des averses parfois soutenues en lien avec l'approche d'une onde tropicale. Selon les prévisions météorologiques, les premiers effets de ce système se feront ressentir principalement dans les régions de l'Est et du Sud guyanais. Des pluies modérées à localement fortes sont attendues au cours de la journée, notamment le long d'un axe reliant Saint-Georges-de-l'Oyapock à Maripasoula. Des précipitations concentrées dans l'intérieur. Les habitants des communes de l'intérieur devront rester vigilants face à des épisodes pluvieux pouvant être soutenus par moments. Les secteurs forestiers et les zones proches des frontières brésiliennes et surinamaises seront les plus concernés par cette dégradation temporaire. Les prévisionnistes indiquent toutefois que le cœur de l'activité perturbée devrait rester majoritairement situé sur la côte brésilienne voisine, limitant ainsi les impacts les plus importants sur le territoire guyanais. En soirée, l'instabilité devrait progressivement diminuer avant une possible réactivation des averses en fin de nuit par le nord-est du département. Vent soutenu sur la bande côtière. Le renforcement du vent observé au large durant la nuit précédente favorisera l'installation d'une brise bien établie dès les premières heures de la journée. Sur l'ensemble du littoral, le vent de secteur est à nord-est soufflera régulièrement entre 30 et 40 km/h, avant de faiblir progressivement au cours de l'après-midi. Ces conditions apporteront une sensation de fraîcheur relative malgré des températures toujours élevées pour la saison. Mer agitée, prudence pour les usagers. Les conditions maritimes seront plus agitées que ces derniers jours. La mer présentera des creux pouvant atteindre 1,90 m sous l'effet d'une houle courte de secteur nord-est. Les pêcheurs, plaisanciers et professionnels de la mer sont invités à la prudence, particulièrement lors des sorties en mer et des manœuvres à proximité du littoral. Les températures prévues. Les températures resteront chaudes sur l'ensemble du territoire. Cayenne, jusqu'à 31 degrés Celsius. Kourou, jusqu'à 30 degrés Celsius. Saint-Laurent-du-Maroni, jusqu'à 32 degrés Celsius. Saint-Georges-de-l'Oyapock, jusqu'à 31 degrés Celsius. Maripasoula, jusqu'à 31 degrés Celsius. Ce qu'il faut retenir. Soleil noir avec rayon soleil dominant entre Cayenne et Apatou. Nuages pluvieux, averses fréquentes et parfois soutenues dans l'intérieur du territoire. Symbole de sprint, vent de nord-est jusqu'à 40 km/h sur le littoral. Vague mer agitée avec des creux proches de 2 mètres. Signe avertissement, vigilance recommandée pour les activités nautiques et les déplacements en zone fortement arrosée. La semaine débute donc sous un ciel partagé entre éclaircies côtières et instabilité dans l'intérieur guyanais, un scénario météorologique typique de cette période de transition en Guyane. Mots-clés SO, Météo Guyane, météo lundi 8 juin 2026, prévision météo Guyane, pluie Maripasoula, pluie Saint-Georges, Cayenne météo, vent Guyane, mer agitée Guyane, onde tropicale Guyane, actualité Guyane. Après la météo, place à l'information locale et au rendez-vous pratique de votre journée sur Yana Salam Radio. L'école Moulin à Vent de Remire-Montjoly réouvre ses portes ce lundi 8 juin aux horaires habituels. Avant à Remire-Montjoly, feu vert pour la réouverture après une semaine d'inquiétude après les analyses sanitaires, les élèves retrouvent leur établissement ce lundi 8 juin. Après plusieurs jours de fermeture et d'interrogation, l'école Moulin à Vent de Remire-Montjoly accueillera de nouveau ses élèves ce lundi 8 juin. La municipalité a confirmé la réouverture de l'établissement à l'issue d'une série de contrôles sanitaires réalisés par les services de secours et les autorités compétentes. Cette décision intervient une semaine après l'incident provoqué par l'utilisation d'un produit antitermite qui avait suscité une vive inquiétude parmi les familles, le personnel éducatif et les autorités locales. Des contrôles approfondis menés par le SDIS.
Afin de garantir la sécurité des enfants et du personnel, une équipe du service départemental d'incendie et de secours, SDIS, est intervenue sur le site pour réaliser plusieurs analyses. Les investigations ont porté sur la qualité de l'air dans les espaces intérieurs et extérieurs ainsi que sur 24 points de contrôle destinés à détecter d'éventuelles traces de substances dangereuses. Selon la mairie de Rémiremont-Joly, les résultats sont rassurants. Les tests ont révélé l'absence de tout produit de nature acide, basique ou soufré et un niveau conforme d'oxygène dans l'air ambiant. Ces conclusions permettent donc une reprise normale des cours dès le début de la semaine. Un traitement antithermite à l'origine de l'alerte. L'incident remonte au week-end du 29 mai, lorsqu'un traitement antithermite a été effectué dans l'établissement en raison d'une importante infestation constatée dans plusieurs secteurs de l'école. Face à la prolifération des insectes, la municipalité avait choisi d'intervenir avant les vacances scolaires malgré un calendrier initialement prévu durant la période estivale. Le directeur général des services de la commune, Cédric Tablon, avait alors expliqué. Nous avions prévu d'intervenir pendant les grandes vacances, mais la demande d'intervention était forte. Nous avons attendu la fin des cours du vendredi pour procéder au traitement et laisser passer le week-end. Malgré ces précautions, plusieurs élèves et adultes ont signalé des symptômes ayant conduit à une importante mobilisation des secours. Plus de 400 personnes prises en charge. Selon les informations communiquées par les services de secours, près de 380 élèves et une trentaine d'enseignants ont été concernés par les vérifications médicales réalisées sur place. Tous les individus présentant des symptômes ont été examinés par les équipes du SMUR. L'incident, bien que spectaculaire par son ampleur, n'a heureusement pas entraîné de conséquences graves sur la santé des personnes prises en charge. Un retour à la normale attendu par les familles. La réouverture de l'école Moulin avant met fin à plusieurs jours d'incertitude pour les parents d'élèves et les équipes pédagogiques. Les autorités assurent maintenir une vigilance particulière afin de garantir des conditions d'accueil optimales. Cet épisode rappelle l'importance des protocoles sanitaires dans les établissements scolaires et de la coordination entre les collectivités, les services de secours et les professionnels de santé pour répondre rapidement à toute situation pouvant affecter la sécurité des élèves. Mots-clés SEO, École Moulin avant, Rémiremont-Joly, Guyane, réouverture école, traitement antithermite, qualité de l'air, sécurité sanitaire, élèves Guyane, actualité Guyane, SDIS Guyane, école primaire Rémiremont-Joly. Une panne orange dans l'ouest guyanais. 700 abonnés touchés, Mana toujours privé d'une partie de ses services un week-end de coupure dans l'ouest guyanais. Les habitants de l'ouest guyanais ont connu un week-end particulièrement difficile après une importante panne ayant affecté les réseaux fixes et mobiles d'Orange dans plusieurs communes du territoire. Si la situation est revenue à la normale à Saint-Laurent-du-Maroni dimanche soir, des perturbations continuaient d'être signalées à Mana et à Awalaya-Limapo plus de 48 heures après le début de l'incident. Selon les informations communiquées par l'opérateur, environ 2700 abonnés ont été impactés par cette panne technique survenue samedi aux alentours de 12h30. Saint-Laurent-du-Maroni rétabli après plusieurs heures de perturbations. À Saint-Laurent-du-Maroni, les services de téléphonie mobile et d'Internet ont progressivement été rétablis dimanche soir vers 21h15 grâce à l'intervention des équipes techniques d'Orange. Dans un communiqué transmis aux médias, l'opérateur indique que ses équipes se sont mobilisées rapidement afin de restaurer les services dans les meilleurs délais. Cette remise en service a permis aux habitants de retrouver progressivement l'accès aux communications, aux réseaux sociaux et aux services numériques devenus indispensables au quotidien. Mana et Awalaya-Limapo toujours affectés. La situation reste toutefois plus préoccupante à Mana, où de nombreux habitants continuaient de rencontrer des difficultés de connexion ce lundi. Des témoignages recueillis sur place font également état de perturbations persistantes à Awalaya-Limapo, impactant aussi bien les particuliers que les activités professionnelles. Face à cette situation, Orange assure que ses techniciens poursuivent leurs opérations sur le terrain afin de rétablir l'ensemble des services dans les secteurs encore touchés. Les opérations se poursuivent actuellement à Mana, où nos techniciens sont pleinement mobilisés afin de rétablir les services dans les plus brefs délais, précise l'opérateur. Des conséquences économiques et sociales importantes. Au-delà des désagréments pour les particuliers, cette panne a eu des conséquences directes sur l'activité économique locale. Commerçants, artisans,
professions libérales, associations et entreprises dépendent désormais fortement de la connexion Internet et de la téléphonie mobile pour leurs activités quotidiennes. Les difficultés de paiement électronique, les échanges professionnels perturbés et l'impossibilité d'accéder à certains services en ligne ont fortement compliqué le fonctionnement de nombreuses structures durant le week-end. Dans plusieurs communes de l'Ouest, certains habitants ont également signalé des difficultés pour joindre leurs proches ou accéder à des démarches administratives dématérialisées. Une communication critiquée par certains abonnés. Si Orange a finalement communiqué sur l'incident, plusieurs usagers ont regretté un manque d'informations durant une partie du week-end. Sur les réseaux sociaux, de nombreux abonnés ont exprimé leur incompréhension face à l'absence de précision concernant l'origine de la panne et les délais de rétablissement. L'opérateur évoque pour sa part un « incident purement technique » sans fournir davantage de détails sur la cause exacte de la coupure. La question de la résilience numérique en Guyane. Cet épisode rappelle la forte dépendance des territoires de l'intérieur et de l'ouest guyanais aux infrastructures de télécommunications. Dans un territoire marqué par l'éloignement géographique de certaines communes, les réseaux Internet et mobiles constituent aujourd'hui des outils essentiels pour l'activité économique, l'éducation, l'accès aux soins et la sécurité. Alors que les équipes d'Orange poursuivent leurs interventions à Mana, les habitants espèrent un retour rapide à la normale et une meilleure anticipation des communications lors de futurs incidents. À retenir. Plus de 2700 abonnés Orange impactés. Panne survenue samedi vers 12h30. Réseau rétabli à Saint-Laurent-du-Maroni dimanche soir. Perturbations encore signalées à Mana et Awala-Yalimapo. Orange évoque un incident technique sans préciser son origine. Les équipes restent mobilisées pour un retour complet à la normale. Mots-clés SO, Orange Guyane, panne Internet Mana, panne réseau Saint-Laurent-du-Maroni, Awala-Yalimapo Internet, téléphonie mobile Guyane, actualité Guyane, Orange Ouest Guyanais, réseau mobile Guyane, Internet Guyane, Mana Actualité. Claudie Aigneret devient marraine de la CIFAG, un symbole fort pour la jeunesse et le logement. Aigneret devient marraine de la CIFAG, un symbole fort pour la jeunesse et le logement en Guyane. La CIFAG associe l'ancienne astronaute à sa vision d'un logement social vecteur de réussite et d'émancipation. Cayenne, la société immobilière de la Guyane, CIFAG, a officialisé un partenariat de marrainage avec Claudie Aigneret, première femme française à avoir effectué un vol dans l'espace, médecin, scientifique et ancienne ministre. Une initiative qui dépasse largement le cadre symbolique et qui s'inscrit dans une réflexion plus globale sur le rôle du logement dans le développement humain et social de la Guyane. À travers cette collaboration, la CIFAG souhaite adresser un message fort à la jeunesse guyanaise: aucun territoire ne doit être un frein aux ambitions. Dans un département où plus de la moitié de la population a moins de 30 ans et où les besoins en logement restent considérables, le bailleur social entend placer l'émancipation des jeunes au cœur de son projet. Une marraine en résonance avec l'identité spatiale de la Guyane. Le choix de Claudie Aigneret n'est pas anodin. Première française à avoir séjourné dans l'espace, elle incarne à la fois l'excellence scientifique, la persévérance et l'ouverture vers l'avenir. Sa nomination trouve un écho particulier en Guyane, territoire qui accueille le Centre spatial guyanais et qui entretient depuis plusieurs décennies un lien privilégié avec les activités spatiales européennes. Pour Tara Govindin, présidente de la CIFAG, cette démarche vise à transmettre un message d'espoir et d'ambition aux jeunes générations. C'est un signal adressé à la jeunesse guyanaise. Aucun territoire ne doit limiter les ambitions. Le logement comme levier de réussite. Au-delà de sa mission de construction et de gestion immobilière, la CIFAG défend aujourd'hui une vision plus large du logement social. Pour l'organisme, disposer d'un logement stable et adapté constitue un facteur déterminant pour la réussite scolaire, l'insertion professionnelle et l'accès à l'autonomie. Le logement est un levier d'émancipation. Sans accès à un logement adapté, il devient plus difficile d'étudier, de travailler ou de construire son avenir, souligne Tara Govindin. Dans un contexte marqué par une forte croissance démographique et une demande importante en logement, la question de l'habitat apparaît comme un enjeu majeur du développement de la Guyane. Construire des logements mais aussi des parcours de vie. À travers cette nouvelle stratégie, la CIFAG affirme sa volonté de dépasser la simple production de logements pour contribuer à la construction de véritables parcours de réussite.
L'objectif affiché est de faire de l'habitat un environnement favorable à l'éducation, à l'emploi, à l'épanouissement personnel et à l'inclusion sociale. L'habitat ne peut plus être pensé uniquement comme une infrastructure, il doit devenir un écosystème favorisant l'insertion et les parcours de réussite, explique la présidente du bailleur social. Cette vision rejoint les défis auxquels la Guyane est confrontée, accompagner une population jeune, dynamique et en forte croissance tout en garantissant des conditions de vie adaptées aux besoins du territoire. Un partenariat tourné vers l'avenir. Avec Claudie Aigneret comme marraine, la CIFAG entend renforcer son engagement auprès des jeunes Guyanais et promouvoir une conception du logement qui dépasse les murs pour devenir un véritable outil de développement humain. Dans une Guyane en pleine transformation, cette alliance entre le monde du logement social et une personnalité emblématique de la conquête spatiale française illustre une ambition commune, permettre à chaque jeune de croire en son avenir et de disposer des conditions nécessaires pour construire son propre parcours de réussite. Mots-clés SEO. CIFAG Guyane, Claudie Aigneret Guyane, Logement social Guyane, Jeunesse guyanaise, Logement et insertion, Centre spatial guyanais, Habitat en Guyane, Développement de la Guyane, Tara Govindin, Actualité Guyane. Les États-Unis ciblent 2 cartels brésiliens en Guyane. La Guyane est-elle devenue l'un des nouveaux fronts du crime organisé sud-américain? La question se pose avec de plus en plus d'acuité alors que les autorités américaines ont récemment classé le Primero Comando da Capital, PCC, et le Commando Vermelho, CV, parmi les organisations terroristes étrangères. Un rapport publié en mars 2025 par le CNRS et la Direction des services pénitentiaires d'outre-mer, DSPOM, met en lumière l'implantation croissante de ces factions criminelles brésiliennes sur le territoire guyanais. Une présence qui transforme progressivement le paysage sécuritaire local. 2 organisations criminelles parmi les plus puissantes d'Amérique du Sud. Le Commando Vermelho, CV, est né à la fin des années 1970 dans les prisons de Rio de Janeiro. Initialement créé par des détenus, le groupe s'est progressivement imposé comme une organisation majeure du trafic de cocaïne, du trafic d'armes et de l'extorsion au Brésil. Le Primero Comando da Capital, PCC, fondé en 1993 à São Paulo après le massacre de Carandiru, a suivi une trajectoire similaire. Aujourd'hui considéré comme l'un des plus puissants réseaux criminels du continent, il contrôle une partie importante des routes internationales de la cocaïne reliant l'Amérique du Sud à l'Europe. Selon les chercheurs, le PCC agit désormais comme une véritable plateforme logistique du narcotrafic mondial. Une guerre criminelle qui a franchi la frontière. Pendant plusieurs années, PCC et CV ont coexisté au Brésil. Mais en 2016, les 2 organisations entrent dans une guerre ouverte pour le contrôle des trafics et des territoires. Ce conflit s'étend rapidement vers l'état de El Amapá, frontalier de la Guyane. 2 groupes locaux émergent alors. La Familia Terror do Amapá, FTA, allié du PCC. L'Amigo Parasampre, APS, proche du Commando Vermelho. D'après le rapport, cette rivalité s'est progressivement exportée en Guyane à partir de 2017. Le territoire est désormais considéré comme un espace stratégique dans la lutte d'influence entre ces factions. La FTA compterait environ 200 membres et jouerait un rôle majeur dans l'implantation du PCC sur le territoire guyanais. Une influence croissante sur la violence en Guyane. Les chercheurs estiment que cette guerre entre factions contribue à la hausse des violences observées en Guyane. Le territoire affiche déjà le taux d'homicide le plus élevé de France. Or, le profil de nombreuses victimes, souvent jeunes, impliquées dans des activités criminelles et tuées par arme à feu, correspond à des schémas observés dans les conflits entre organisations criminelles. Le rapport souligne également une évolution préoccupante. Les réseaux criminels recrutent désormais localement. Aux côtés des ressortissants brésiliens, des jeunes issus de familles franco-brésiliennes rejoindraient ces groupes. Maîtrisant plusieurs langues, dont le français, le portugais et le créole, ils facilitent l'enracinement des organisations sur le territoire. Pour les chercheurs, cette évolution marque l'apparition d'une criminalité de plus en plus locale, structurée autour des logiques des grandes factions brésiliennes. Cocaïne, orpaillage illégal et prostitution, des trafics interconnectés.
Le trafic de cocaïne demeure le cœur du modèle économique de ces organisations. Mais les enquêteurs constatent également des connexions avec d'autres activités illégales. Orpaillage clandestin, trafic d'armes, blanchiment d'argent, prostitution, contrebande. L'orpaillage illégal constitue aujourd'hui un enjeu majeur. Les cours élevés de l'or attirent des groupes criminels toujours plus organisés, capables d'exercer un contrôle armé sur certaines zones isolées de la forêt guyanaise. Le rapport évoque notamment l'implication de bandes armées dans plusieurs faits de violence liés aux sites clandestins d'extraction aurifère. Un défi majeur pour l'État français. Face à cette montée en puissance des factions criminelles brésiliennes, les experts alertent sur la nécessité d'adapter les réponses sécuritaires. La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat souligne que les liens entre narcotrafic, orpaillage illégal et criminalité organisée deviennent de plus en plus étroits. Les sénateurs estiment notamment que le développement de l'exploitation aurifère légale pourrait contribuer à réduire l'emprise économique des réseaux clandestins. Cette analyse intervient alors que les autorités françaises reconnaissaient fin 2025 avoir atteint un « plafond de verre » dans la lutte contre l'orpaillage illégal. La Guyane au cœur des enjeux de sécurité régionale. Longtemps considérée comme un territoire périphérique, la Guyane apparaît désormais comme une zone stratégique pour plusieurs organisations criminelles transnationales. Entre frontières poreuses avec le Brésil, trafic international de cocaïne, richesse aurifère et vastes zones forestières difficiles à contrôler, le territoire réunit plusieurs facteurs qui attirent les réseaux criminels les plus structurés d'Amérique du Sud. Pour les auteurs du rapport, l'évolution actuelle constitue l'un des principaux défis sécuritaires auxquels la Guyane devra faire face au cours des prochaines années. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. C'était Anna Salam Radio. Bonne journée à tous.